J'ai acheté l'appartement de mes rêves et j'ai invité ma famille pour une pendaison de crémaillère. Personne n'est venu. Ils sont tous allés chez mon frère dans son nouvel appartement à la place. Puis, alors que j'allumais les lumières, mon téléphone a explosé avec un message de ma mère, « Nous devons parler maintenant. » Je suis Tammy, 32 ans, et j'ai enfin acheté l'appartement de mes rêves après des années de travail acharné et en économisant chaque centime. Le jour où j'ai eu les clés a été le moment le plus heureux de ma vie. J'ai passé des semaines à préparer la pendaison de crémaillère parfaite, cuisinant tous les plats préférés de ma famille. Mais à 18h, et même après, personne n'est venu. Ni mes parents, ni mon frère, personne. La vérité que j'ai découverte cette nuit-là a tout changé. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous venez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour me suivre dans ce voyage de découverte de soi. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne juste à l'extérieur de Chicago. Notre maison était modeste mais confortable, avec un petit jardin où mon père organisait des barbecues les week-ends d'été. De l'extérieur, nous avions probablement l'air de la famille américaine parfaite, maman, papa, fille et fils. Mais à l'intérieur de ces murs, les dynamiques étaient loin d'être égales. Mon jeune frère Jordan a toujours été l'enfant chéri. 3 ans plus jeune que moi, il a montré très tôt une aptitude pour les mathématiques qui a fait dire à mes parents qu'il était un génie avant même qu'il ne commence la maternelle. Pendant que je peinais en algèbre, Jordan résolvait des équations complexes que même mes parents avaient du mal à comprendre. Mon père, Frank, ingénieur mécanique, voyait Jordan comme son héritage, le fils qui suivrait ses traces et dépasserait ses réalisations. Moi, j'étais juste la sœur aînée, celle qui avait de bonnes notes mais n'était jamais exceptionnelle, celle qui travaillait dur mais jamais assez pour obtenir les mêmes louanges que Jordan recevait juste pour exister. Chaque réunion parents-professeurs se terminait de la même manière, « Tammy va bien, mais avez-vous vu ce que Jordan peut faire ?» Ma mère, Patricia, était légèrement plus chaleureuse que mon père, mais elle s'en remettait toujours à ses opinions et priorités. Elle travaillait à temps partiel comme hygiéniste dentaire, consacrant la majeure partie de son énergie à l'entretien de la maison et au développement des talents de Jordan. Parfois, quand papa n'était pas là, elle louait mes œuvres d'art ou mes écrits. Mais ces moments étaient fugaces et venaient toujours avec un murmure pour ne pas dire à papa qu'elle encourageait des activités impratiques. L'inégalité était évidente dans la manière dont nos réussites étaient célébrées. Quand j'ai été au tableau d'honneur au lycée, j'ai eu un bon travail et peut-être une tape sur l'épaule. Quand Jordan a gagné la foire scientifique régionale, nous avons eu un dîner de famille dans un restaurant cher et il a reçu un tout nouvel ordinateur. Mes accomplissements étaient attendus. Les siens étaient exceptionnels. La seule personne qui m'ait jamais vraiment vu était ma grand-mère, Grace, la mère de ma mère. Elle vivait à environ 30 minutes de là, et les visites chez elle étaient mon sanctuaire. Contrairement à mes parents, elle écoutait mes histoires, louait ma créativité et me disait que ma valeur ne se mesurait pas en me comparant à quelqu'un d'autre. Ta lumière brille différemment de celle de ton frère, disait-elle, mais cela ne la rend pas moins brillante. C'est grand-mère Grace qui m'a encouragé à postuler pour des bourses d'études supérieures quand mes parents ont clairement indiqué qu'ils économisaient la majeure partie de leurs fonds pour l'université pour l'éducation de Jordan dans une prestigieuse université. Il a plus de potentiel, avait dit mon père sans embâche un soir à dîner. C'est juste pratique d'investir là où nous obtiendrons le meilleur retour. Ces mots m'ont blessé, mais ils ont aussi allumé un feu en moi. J'ai postulé à toutes les bourses que j'ai pu trouver, écrit des dizaines de dissertations et travaillé les week-ends dans un café local pour économiser de l'argent. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, j'avais suffisamment de bourses pour fréquenter une bonne université d'État sans avoir besoin du soutien financier de mes parents. Le jour où je suis parti pour l'université a été le premier jour où je me suis senti vraiment libre. J'étais déterminé à construire une vie qui était la mienne, une vie où je n'aurais pas à me battre pour l'approbation ou l'amour. Je me suis spécialisé en design d'intérieur, combinant ma créativité avec des compétences pratiques. Mes parents pensaient que c'était un diplôme léger, mais j'ai ignoré leur scepticisme. Pendant l'université, j'ai fait des stages chaque été, construisant mon portfolio et tissant des liens. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une petite mais respectée entreprise de design d'intérieur à Chicago. Le salaire n'était pas excellent au début, mais je vivais frugalement, partageant un appartement avec 2 colocataires et économisant chaque dollar supplémentaire. Au cours des 8 années suivantes, j'ai gravi les échelons de l'entreprise, devenant finalement designer senior avec mes propres clients. Pendant ce temps, Jordan a navigué entre des programmes d'études supérieures prestigieux,
sans jamais vraiment se fixer sur une carrière, malgré le soutien financier continu de nos parents. Il était brillant mais sans direction, toujours à la poursuite du prochain problème intéressant plutôt que de construire quelque chose de durable. Moi, par contre, j'avais un plan. Depuis mon premier appartement en colocation, j'avais rêvé de posséder mon propre chez moi. Pas n'importe quel appartement, mais un type spécifique dans un quartier spécifique. Je voulais un immeuble d'avant-guerre avec du caractère, de hauts plafonds et des détails d'origine. Je voulais être à Lincoln Park, suffisamment proche du lac pour mes courses matinales, mais aussi près des petites galeries d'art et des boutiques que j'aimais. Chaque mois, je mettais de l'argent sur mon compte d'épargne intitulé Maison de rêve. Même lorsque des amis m'invitaient à des vacances coûteuses ou à des virées shopping, je restais concentré. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir une propriété. Il s'agissait de créer un espace qui était vraiment le mien, un espace qui reflétait mes réalisations et mon esthétique. Au moment où j'ai eu 32 ans, j'avais économisé suffisamment pour un acompte substantiel. J'étais prête à trouver la maison de mes rêves. La recherche de mon appartement parfait a duré 6 mois. J'ai visité des dizaines d'endroits, mais aucun d'entre eux ne me convenait. Certains étaient mal situés. D'autres avaient été rénovés de manière à enlever tout leur caractère d'origine, et beaucoup étaient simplement hors de mon budget. Je commençais à penser que je devrais peut-être faire des compromis sur mon rêve lorsque mon agent immobilier m'a appelé à propos d'une nouvelle annonce. Elle vient juste d'arriver sur le marché hier, dit-elle, l'excitation évidente dans sa voix. 2 chambres dans un immeuble de 1920 à Lincoln Park. Parquet d'origine, moulure de plafond, même un petit balcon. L'ancienne propriétaire était une vieille dame qui y a vécu pendant 40 ans et a tout gardé en état impeccable. Je l'ai visité cet après-midi-là et j'ai su immédiatement que c'était ça. Le salon avait de grandes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière naturelle. La cuisine était petite, mais avait été modernisée avec des appareils de qualité. La chambre principale pouvait facilement accueillir mon lit queen size et la commode antique que j'avais héritée de grand-mère Grèce. La deuxième chambre ferait un bureau parfait. Plus important encore, ça me semblait juste. Je pouvais imaginer mes meubles dans les espaces, mon art sur les murs, mes livres sur des étagères intégrées que je prévoyais d'ajouter. Ce n'était pas seulement un investissement immobilier. C'était le décor du prochain chapitre de ma vie. Le prix demandé était au sommet de mon budget, et il y avait déjà d'autres acheteurs intéressés. J'ai soumis une offre ce soir-là, allant légèrement au-dessus du prix demandé, mais incluant une lettre personnelle expliquant à quel point l'appartement comptait pour moi. 2 jours d'attente anxieuse plus tard, mon agent immobilier m'a appelé pour me dire que mon offre avait été acceptée. Le processus hypothécaire a été stressant. En tant que personne indépendante avec un revenu bon mais pas exceptionnel, j'ai dû fournir des montagnes de documents. Il y a eu des moments où j'ai craint que le prêt ne se concrétise pas. Mais finalement, après ce qui a semblé une paperasse et des inspections interminables, nous avons atteint le jour de la signature. Assise à cette table, signant document après document, j'ai ressenti un mélange de terreur et d'euphorie. Le montant de la dette que je contractais était intimidant. Mais quand le vendeur m'a remis les clés, des larmes sont montées à mes yeux. Ce n'étaient pas juste des clés d'un appartement. C'étaient les clés de l'indépendance, d'une vie que j'avais construite selon mes propres termes. La première nuit dans mon nouvel appartement, j'ai dormi sur un matelas au sol parce que mes meubles ne seraient livrés que la semaine suivante. Je m'en fichais. Je suis allé de pièce en pièce, faisant des plans, mesurant pour les rideaux, imaginant les possibilités. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir créé quelque chose que ma famille ne pouvait pas minimiser ou ignorer. Au cours du mois suivant, j'ai transformé l'espace. J'ai peint le salon d'un vert sauge doux qui complimentait les boiseries d'origine. J'ai installé des étagères flottantes dans le bureau et je les ai remplies de livres de design et d'objets inspirants. J'ai fait des folies pour un canapé d'angle confortable en velours bleu riche qui ancrait le salon. Chaque décision a été prise avec soin, créant une maison qui reflétait qui j'étais. La salle à manger présentait une table vintage que j'avais moi-même restaurée, entourée de chaises du milieu du siècle que j'avais collectionnées au fil des ans. La chambre est devenue un sanctuaire avec des textiles superposés et un éclairage doux. Au fur et à mesure que l'appartement prenait forme, j'ai décidé qu'il était temps de le partager avec ma famille. Malgré notre relation compliquée, je voulais qu'il voie ce que j'avais accompli. Plus que cela, je voulais qu'il soit fier de moi, qu'il reconnaisse que mon chemin avait mené à quelque chose de beau et de significatif. J'ai planifié la pendaison de crémaillère méticuleusement.
La date a été fixée à un samedi soir de juin, lorsque le temps serait parfait pour que les invités puissent profiter du petit balcon. J'ai créé des invitations formelles avec un design élégant qui correspondait à mon esthétique et je les ai envoyées 3 semaines à l'avance pour m'assurer que tout le monde puisse réserver la date. La liste des invités comprenait mes parents, Jordan et sa petite amie, Alicia, grand-mère Grace, quelques cousins et plusieurs amis proches du travail. J'ai envoyé un SMS à tout le monde une semaine avant pour confirmer leur venue et à ma grande joie, tout le monde a répondu positivement. Même mon père, qui évitait généralement les rassemblements sociaux, a dit qu'il avait hâte de voir l'endroit. J'ai planifié le menu avec soin, incorporant les plats préférés de tous les invités. Le bourbon préféré de mon père serait disponible pour les boissons. Le plat de poulet préféré de ma mère serait servi. J'ai même inclus le dessert d'enfance bien-aimé de Jordan, des brownies avec de la glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Pour grand-mère Grace, j'avais prévu de servir les petits sandwichs au thé qu'elle m'avait appris à faire quand j'étais enfant. La veille de la fête, j'ai nettoyé chaque surface jusqu'à ce que l'appartement reluise. J'ai arrangé des fleurs fraîches à des endroits stratégiques et j'ai installé un petit bar sur la table à manger. J'ai préparé autant de nourriture que possible à l'avance, marinant le poulet et coupant les légumes pour les amuse-gueules. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir d'excitation. Après des années à me sentir négligé, j'aurais enfin l'occasion de montrer à ma famille que j'avais créé quelque chose de spécial, quelque chose digne de leur attention et de leur approbation. Je me suis réveillé à 6 heures le matin de la fête, trop excité pour dormir, bien que j'ai préparé jusqu'à tard. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, illuminant l'appartement d'une lueur dorée qui ressemblait à un bon présage. Je me suis préparé une tasse de café et je me suis assise sur mon petit balcon, parcourant mentalement ma liste de choses à faire pour la journée. À 9 heures, j'étais en mode préparation totale. J'ai terminé la dernière partie de la cuisine, disposé les amuse-gueules sur des plateaux de service que j'ai couverts et réfrigérés, et j'ai allumé des bougies que j'allumerai juste avant l'arrivée des invités. Je voulais que tout soit parfait. Vers midi, mon téléphone a sonné avec un SMS de grand-mère Grace, « Désolé, ma chérie. Mon dos me fait souffrir aujourd'hui. Je ne pense pas pouvoir faire la route. Je t'appellerai demain pour tout savoir. Je t'aime. » J'ai ressenti un pincement de déception. Grand-mère Grace était la personne à qui je voulais le plus montrer l'appartement, celle qui avait toujours cru en moi. Mais à 82 ans, ses problèmes de mobilité devenaient plus fréquents et je comprenais. J'ai répondu par SMS que je l'aimais et que je l'appellerais le lendemain avec tous les détails. Ce petit imprévu mis de côté, j'ai continué à me préparer. J'ai pris une longue douche, me suis coiffé et maquillé avec soin, et j'ai enfilé la nouvelle robe que j'avais achetée spécifiquement pour l'occasion, une robe portefeuille vert forêt qui mettait en valeur mes yeux et me faisait me sentir confiante. À 17h30, tout était prêt. L'appartement ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de design. La nourriture était préparée, les boissons étaient fraîches et de la musique douce jouait en arrière-plan. J'ai allumé les bougies, ajusté quelques coussins et attendu l'arrivée des premiers invités. 18h est arrivée et passée. Je n'étais pas trop inquiète. Les gens sont souvent un peu en retard aux fêtes. J'ai vérifié mon téléphone pour m'assurer que je n'avais manqué aucun message. Rien. À 18h30, je commençais à me sentir anxieuse. J'ai envoyé un SMS groupé à ma famille, tout est prêt. J'ai hâte de vous voir tous bientôt. Personne n'a répondu. À 19h, le poulet était resté trop longtemps dehors et j'ai dû le remettre au four pour le garder au chaud. J'ai essayé d'appeler le portable de ma mère, mais il tombait directement sur la messagerie vocale. J'ai ensuite essayé mon père avec le même résultat. Finalement, j'ai appelé Jordan, mais son téléphone a sonné sans réponse. À 19h30, j'avais appelé tout le monde plusieurs fois. Les bougies avaient considérablement diminué, et j'ai dû en remplacer quelques-unes. La glace dans le seau à glace avait en grande partie fondu. La température parfaite du vin blanc était depuis longtemps partie. Je me suis assise sur mon magnifique nouveau canapé, essayant toujours de me convaincre qu'il devait y avoir un malentendu, une urgence qui avait empêché tout le monde de venir ou même d'appeler. À 20h, j'ai dû accepter la vérité. Personne ne venait. Pas une seule personne que j'avais invitée ne s'était présentée ou n'avait pris la peine d'appeler avec une excuse. Je me suis assise seule dans mon appartement parfaitement arrangé, entouré de suffisamment de nourriture pour nourrir 15 personnes, portant une nouvelle robe sans savoir où aller. Le choc initial a fait place à la douleur puis à la colère.
Je les avais invités des semaines à l'avance. Ils avaient tous confirmé leur venue. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? J'ai repris mon téléphone, cette fois ouvrant Instagram plutôt que l'application téléphonique. J'ai fait défiler mon fil d'actualité, et c'est là que je l'ai vu. Un post d'Alicia, la petite amie de Jordan, posté il y a seulement 1 heure. La légende disait, célébrant le nouvel endroit incroyable de Jay. La photo montrait un groupe de personnes levant leur verre pour un toast. En arrière-plan, je pouvais distinguer mes parents souriant fièrement. Une autre photo dans le carrousel montrait Jordan coupant un gâteau avec « Félicitations pour votre nouvelle maison » écrit dessus. Une troisième montrait un panorama d'un appartement moderne et épuré avec des fenêtres du sol au plafond et des meubles minimalistes. J'ai fait défiler les photos avec incrédulité, reconnaissant plus de visages à chaque image. Il y avait mes cousins, les mêmes qui avaient confirmé leur présence à ma fête. Il y avait même 2 collègues de mon bureau qui m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir à ma pendaison de crémaillère parce qu'ils avaient des engagements précédents. Alors que la réalité s'imposait, je me suis senti physiquement malade. Mon frère avait acheté un appartement. Il avait programmé sa pendaison de crémaillère pour le jour et l'heure exacte de la mienne. Et tout le monde, littéralement tout le monde, avait choisi d'aller à sa fête plutôt qu'à la mienne. Non seulement cela, mais personne n'avait même pris la peine de me dire qu'il ne viendrait pas. J'ai fait défiler frénétiquement d'autres posts sur les réseaux sociaux, reconstituant ce qui s'était passé. Jordan avait apparemment signé pour un condo de luxe dans un nouvel immeuble de grande hauteur au centre-ville. D'après les commentaires, j'ai compris que nos parents avaient aidé avec la compte, un montant substantiel compte tenu du type de propriété que cela semblait être. Le timing ne pouvait pas être une coïncidence. Jordan devait être au courant de ma pendaison de crémaillère quand il a programmé la sienne. Il avait dû délibérément choisir le même jour, forçant notre famille et nos amis à choisir entre nous, et ils l'avaient tous choisi sans exception. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le canapé et je me suis levé, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose, de libérer la tempête d'émotions qui montait en moi. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine marcher droit en me dirigeant vers la cuisine. Toute la nourriture que j'avais préparée avec tant de soin restait intacte. Le poulet que j'avais fait mariner pendant 24 heures. Le houmou maison que ma mère avait toujours loué. Les brownies spéciaux que j'avais faits pour Jordan et qu'il ne mangerait jamais. Dans une soudaine poussée de rage, j'ai saisi le plateau de poulet et l'ai jeté à la poubelle. Le houmou a suivi, puis la salade, puis le plateau de fromage soigneusement arrangé. Chaque plat jeté représentait des heures de planification et de préparation, tout cela gâché. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je détruisais les preuves de mon anticipation pleine d'espoir. Comment avais-je pu être si naïve? Comment avais-je pu croire, après toutes ces années, que mes réalisations seraient enfin valorisées, que ma famille me verrait enfin? Le plus douloureux n'était pas qu'il soit allé à la fête de Jordan au lieu de la mienne. C'était qu'il n'avait même pas pris la peine de me le dire. Il m'avait laissé préparer et attendre et espérer, sachant pertinemment qu'il ne se présenterait jamais. La cruauté délibérée de ce silence était ce qui m'avait brisé. J'ai repensé à toutes les fois dans ma vie où les besoins et les réalisations de Jordan avaient éclipsé les miens. Les vacances en famille planifiées autour de ses compétitions académiques. Les dîners interrompus par des appels téléphoniques à propos de sa dernière réussite. Le fonds universitaire qui lui était allé principalement malgré mes meilleures notes. Mais c'était différent. Ce n'était pas seulement le privilégié. C'était m'infliger activement de la douleur. C'était une décision collective de toute ma famille de me rejeter lors de ce qui aurait dû être l'un des jours les plus fiers de ma vie. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine, ma nouvelle robe se froissant sous moi, et j'ai laissé échapper un sanglot qui semblait venir du plus profond de mon être. C'était le cri d'une vie de seconde place, de n'être jamais assez, d'essayer si fort d'obtenir une approbation qui ne viendrait jamais. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à pleurer. Assez longtemps pour que l'appartement s'assombrisse au coucher du soleil. Assez longtemps pour que ma gorge devienne rauque et mes yeux gonflés. Finalement, les larmes se sont calmées, laissant derrière elles un sentiment de vide et un étrange calme. Je me suis levé du sol, j'ai marché jusqu'au salon et j'ai éteint toutes les lumières. Dans l'obscurité, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. L'appartement qui m'avait semblé si parfait quelques heures auparavant, me semblait maintenant un monument à mon auto-tromperie. J'avais cru que cette réussite, l'achat de cette maison par mes propres moyens,
changerait d'une manière ou d'une autre la façon dont ma famille me voyait. Je m'étais trompé. Alors que j'étais assise dans le noir, un nouveau sentiment a commencé à remplacer la douleur et la colère. C'était une résolution tranquille et ferme. Cet appartement était toujours le mien. Je l'avais gagné par mon propre travail acharné, sans l'aide de personne. Le rejet de ma famille ne pouvait pas me l'enlever. J'ai tendu la main vers l'interrupteur, prête à faire face à mon appartement vide avec de nouveaux yeux. Au moment où les lumières se sont allumées, mon téléphone s'est illuminé avec une notification. Un SMS de ma mère, nous devons parler maintenant. Pas, je suis désolé que nous ayons manqué ta fête. Pas, il y a eu un malentendu. Juste une demande de parler. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. J'ai fixé le message, mon doigt planant au-dessus du bouton répondre. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin immédiat de répondre à la convocation de ma mère. Quelle que soit l'explication qu'elle voulait offrir, elle pouvait attendre. Ce soir, j'avais besoin de prendre soin de mon propre cœur blessé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec les yeux gonflés et un mal de tête à force de pleurer, mais aussi avec un étrange sentiment de clarté. J'avais cet appel manqué, 3 de ma mère, 2 de mon père et 2 d'un numéro inconnu. Il y avait aussi plusieurs SMS, toutes des variations de « appelle-moi » ou « il faut qu'on parle ». Aucun ne contenait d'excuses. Alors que je me faisais du café, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était grand-mère Grace. Malgré ma résolution de ne parler à aucun membre de ma famille, j'ai répondu à son appel. Tammy, ma chérie, sa voix était chaleureuse mais préoccupée. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. Tu savais, ai-je demandé, ma voix toujours rauque d'avoir pleuré. Non, pas avant ce matin, quand ta mère m'a appelé. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu concernant les fêtes. J'ai ri amèrement. Il n'y a pas eu de malentendu, grand-mère. Jordan a programmé sa pendaison de crémaillère le même jour que la mienne. Tout le monde était au courant des 2 fêtes. Ils ont choisi d'aller à la sienne. Il y a eu une pause avant que grand-mère Grace ne reprenne la parole, sa voix plus basse. Je m'en doutais. Ta mère a essayé de faire passer ça pour un accident, mais ça semblait trop coïncidentiel. Elle dit qu'ils avaient aidé Jordan à acheter sa place après m'avoir dit pendant des années que je devais être financièrement indépendante. Non, elle a opportunément omis cette partie. Grand-mère Grace soupira. Tammy, je sais que tu es blessée et tu as tout à fait le droit de l'être, mais je pense que tu dois les confronter. Pas pour leur bien, mais pour le tien. Tu dois dire ce que tu as sur le cœur. À quoi bon? Ils ont clairement indiqué où je me situais. Le but est que tu mérites d'être entendu. Et fuir, les éviter, c'est ce qu'ils attendent de toi. C'est ce que tu as toujours fait. Peut-être est-il temps de les surprendre. J'ai réfléchi à ces paroles. Elle avait raison. Tout au long de ma vie, j'avais ravalé ma douleur et ma déception, me repliant sur moi-même plutôt que d'exiger le respect que je méritais. Que ferais-tu si tu étais à ma place, ai-je demandé. Je me présenterai chez eux pour le petit déjeuner du dimanche. C'est là qu'ils seront tous là, y compris Jordan. J'entrerai la tête haute et leur dirai exactement ce que je ressens. Et puis je poserai des limites qui auraient dû être posées il y a longtemps. Après avoir parlé avec grand-mère Grace, j'ai passé le reste du samedi à nettoyer les restes de ma fête ratée et à réfléchir à ce que je dirais à ma famille. Le dimanche matin, j'avais pris ma décision. Je me suis habillé avec soin en jean et un simple chemisier bleu, sans chercher à impressionner qui que ce soit, mais voulant me sentir confiante. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 30 minutes, temps que j'ai utilisé pour répéter ce que je voulais dire. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai vu les voitures de mes 2 parents et la voiture de sport coûteuse de Jordan. Parfait. Tout le monde serait là pour m'écouter. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai utilisé ma clé et suis entré pour les trouver tous dans la salle à manger, mangeant des gaufres belges et du bacon. Jordan et Alicia étaient assis d'un côté de la table, mes parents de l'autre. Ils ont tous levé les yeux surpris quand je suis entré. Tammy. Ma mère s'est levée, son visage un mélange de préoccupation et de lassitude. Nous avons essayé de te joindre. Pourquoi n'as-tu pas rappelé? Je suis resté debout dans l'embrasure de la porte, n'acceptant pas l'invitation implicite à me joindre à eux à table.
J'étais occupé à gérer les conséquences d'une fête que j'avais préparée pour 15 personnes qui ne se sont jamais présentées, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'avais espéré. Mon père s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Il y a eu un malentendu. Nous pensions que tu étais au courant de l'événement de Jordan. Un malentendu, ai-je répété. J'ai envoyé des invitations il y a 3 semaines. Tout le monde a confirmé sa présence. Personne n'a appelé ou envoyé de SMS pour annuler. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix délibéré. Jordan s'est agité sur sa chaise, l'air ennuyé plutôt qu'apologétique. Ce n'est pas si grave, Tam. C'est juste une fête. Ce n'est pas juste une fête, Jordan. C'est une habitude. Toute ma vie, j'ai été le dernier recours, le plan de secours, celle qui doit comprendre quand les plans changent et que je ne suis plus incluse. Ce n'est pas juste, protesta faiblement ma mère. Nous vous aimons tous les deux également. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit, surprise par le calme que je ressentais en affirmant cette vérité qui avait façonné toute ma vie. Vous n'avez jamais fait ça, et normalement, je peux vivre avec. J'ai construit une vie qui ne dépend pas de votre approbation. Mais ce que vous avez fait hier était cruel, et je ne ferai pas semblant que ce n'était pas le cas. Le visage de mon père se durcit. Tu es dramatique. L'achat de l'appartement de Jordan était plus important. Il avait besoin de notre soutien. Pourquoi, ai-je défié? Parce que vous avez aidé à le payer. Parce que sa réussite est en fait partiellement la vôtre. Ma mère a eu l'air surprise. Comment as-tu Instagram les jeux coupés? Des photos de chez lui sont partout sur les réseaux sociaux. C'est évidemment un condo de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre seul avec son poste de chercheur à temps partiel. Jordan s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu es juste jalouse parce que mon appartement est plus beau que le tien. Toujours à rivaliser avec moi. Toujours à essayer de prouver que tu es meilleur en quelque sorte. J'ai ri, sincèrement amusé par sa perspective déformée. Jordan, je n'ai jamais rivalisé avec toi. Je ne pouvais pas. Le jeu était truqué dès le départ. Tu allais toujours être le préféré, quoi que nous fassions tous les deux. Ça suffit, dit mon père sèchement. Tu ne peux pas venir ici et attaquer ton frère juste parce que tu te sens mise à l'écart. Je ne l'attaque pas. Je dis enfin ce qui aurait dû être dit il y a des années. J'ai acheté mon appartement entièrement seul. Chaque centime de la compte est venu de l'argent que j'ai économisé en travaillant à temps plein. Je l'ai trouvé. J'ai négocié le prix. J'ai obtenu le prêt hypothécaire. Ce n'est pas aussi luxueux que l'appartement de Jordan, mais c'est le mien. D'une certaine manière, le sien ne le sera jamais autant. Je me suis tourné pour regarder directement Jordan. Et tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as programmé ta pendaison de crémaillère le même jour que la mienne. Tu savais que tout le monde te choisirait, comme ils le font toujours. Tu aurais pu choisir n'importe quel autre jour, mais tu voulais t'assurer que ma réussite soit à nouveau éclipsée. Pour la première fois, Jordan a eu l'air légèrement honteux. Il a jeté un coup d'œil à Alicia, qui fixait intensément son assiette, clairement mal à l'aise avec la confrontation. Je ne pensais pas que ce serait grave, marmonna-t-il, mais l'excuse sonnait creuse même pour lui. Ma mère s'est levée et a essayé de m'approcher, les mains tendues dans un geste apaisant. Tammy, nous sommes désolés si tu t'es senti exclu. Ce n'était pas notre intention. Nous pouvons venir voir ton appartement aujourd'hui si tu veux. J'ai reculé, évitant son contact. Non. Je ne veux pas que vous veniez parce que vous vous sentez coupable. Le moment était hier. Aujourd'hui, je vous fais savoir que les choses vont changer. Je ne vais pas continuer à me présenter et à espérer des miettes d'attention ou d'approbation. Je ne vais pas faire semblant que ça ne fait pas mal quand vous me traitez comme moins importante que Jordan. Qu'est-ce que tu dis, demanda mon père, une pointe d'inquiétude, enfin, se glissant dans sa voix. Je dis que je pose des limites. Je ferai toujours partie de cette famille, mais à mes conditions. Je ne serai pas disponible pour les annulations de dernière minute ou les idées de dernière minute. Je ne vais pas continuer à essayer de gagner le genre d'amour et de soutien qui devrait être inconditionnel. Alors que je terminais de parler, la porte d'entrée s'est ouverte et grand-mère Grace est entrée, marchant lentement avec sa canne, mais avec détermination à chaque pas. Je pensais bien vous trouver tous ici, dit-elle, me faisant un signe de tête approbateur. Maman, ce n'est pas le bon moment, commença ma mère. Mais grand-mère Grace l'a écarté d'un geste de la main.
Maintenant est exactement le bon moment. J'ai observé cette dynamique familiale pendant des décennies, et j'ai été complice en gardant le silence. Plus maintenant. Elle se tourna vers mes parents. Vous avez 2 enfants, pas un. Tous 2 méritent votre soutien et votre attention. Tous 2 ont des réussites dignes d'être célébrées. Mon père commença à protester, mais grand-mère Grace le coupa d'un regard perçant. Frank, tu as toujours favorisé Jordan parce qu'il te rappelle toi-même. Mais as-tu remarqué que tandis que Tammy a bâti une carrière stable et possède maintenant sa propre maison, Jordan dépend encore de toi? À 29 ans, as-tu considéré que ton favoritisme ne lui a pas vraiment rendu service? Jordan rougit de colère. Mais grand-mère Grace n'avait pas fini. Et Patricia, tu as accepté ce traitement inégal parce que c'était plus facile que de tenir tête à Frank. Je t'ai mieux élevé que ça. Le silence tomba dans la pièce. Je n'avais jamais entendu grand-mère Grace parler aussi crûment à qui que ce soit, encore moins à sa propre fille et son gendre. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais partir maintenant. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vous pouvez tous décider de ce qui se passera ensuite. Alors que je me tournais pour partir, ma mère m'appela, sa voix faible. Tammy, s'il te plaît, pouvons-nous en parler? J'ai fait une pause à la porte. Vous pouvez m'appeler la semaine prochaine. Si vous êtes prêt à avoir une conversation honnête sur la façon dont les choses se sont passées et comment elles doivent changer, j'écouterai. Si vous voulez juste trouver des excuses ou me dire que j'exagère, ne vous donnez pas la peine. Sur ce, je suis sorti, grand-mère Grace me suivant de près. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à ma famille sans reculer ni accepter moins que ce que je méritais. C'était terrifiant, mais aussi étrangement libérateur. Dans les semaines qui ont suivi ma confrontation avec ma famille, j'ai traversé une gamme d'émotions. Certains jours, je me sentais forte et pleine de pouvoir d'avoir enfin dit ma vérité. D'autres jours, j'étais rongé par le doute, me demandant si j'avais réagi de manière excessive ou si j'avais brûlé des ponts inutilement. Ce qui est resté constant, c'est un sentiment croissant de respect de moi-même que je ne m'étais jamais pleinement permis auparavant. Les premiers jours après notre confrontation, mon téléphone a été inondé de messages de ma famille. Les SMS de ma mère oscillaient entre la défensive « Nous n'avons jamais voulu te blesser » et la culpabilisation « Tu as vraiment contrarié ton père ». Jordan a envoyé un seul SMS qui disait « Désolé si tu t'es senti mal ». Les classiques pseudo-excuses qui plaçaient le problème dans ma perception plutôt que dans ses actions. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'avais besoin de temps pour traiter mes sentiments sans être ramené à d'anciens schémas. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de faire de mon appartement vraiment le mien. J'ai accroché des œuvres d'art, planté des herbes sur mon balcon et invité des collègues à dîner, des gens qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ma place dans une hiérarchie familiale. 10 jours après la confrontation, j'ai reçu une lettre manuscrite de mon père, quelque chose de si sans précédent que j'ai fixé l'enveloppe pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre de 3 pages écrite de son écriture précise d'ingénieur. Il commençait par reconnaître qu'il avait toujours été plus dur avec moi qu'avec Jordan, attendant de moi plus de maturité et d'indépendance dès mon plus jeune âge. Il a admis qu'il avait été fier de mon autonomie tout en l'utilisant simultanément comme justification pour accorder plus de soutien et d'attention à Jordan. Il ne s'est pas directement excusé d'avoir manqué ma pendaison de crémaillère, mais il a exprimé son admiration pour ce que j'avais accompli seul et a demandé s'il pouvait voir mon appartement un jour. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était plus de conscience de soi que mon père n'en avait jamais montré auparavant. Je l'ai appelé et j'ai organisé sa visite le week-end suivant. Juste lui, pas ma mère ni Jordan. Quand il est arrivé, il a semblé mal à l'aise au début, se tenant maladroitement dans mon salon et faisant des conversations anodines sur le quartier. Mais au fur et à mesure que je lui faisais visiter, lui montrant les détails architecturaux originaux qui m'avaient attiré et lui expliquant les rénovations que je prévoyais de faire, il a commencé à s'engager plus sincèrement. Il a posé des questions sur l'histoire du bâtiment et a examiné les moulures de plafond avec un intérêt professionnel. Quand je lui ai montré mon bureau avec son mur de livres et son espace de travail organisé, quelque chose a changé dans son expression. « Tu as bien fait, Tammy, dit-il finalement, sa voix rauque d'émotion. Vraiment bien. Cet endroit te va bien. C'était peut-être le compliment le plus direct qu'il m'ait jamais fait, et j'ai ressenti son impact comme une chaleur physique dans ma poitrine. Merci, papa, ai-je répondu simplement. Nous nous sommes assis sur mon balcon avec du café et,
pour la première fois de ma vie d'adulte, nous avons eu une conversation qui semblait être d'égal à égal. Il a parlé de ses inquiétudes pour Jordan, qui à 29 ans n'avait toujours pas trouvé de carrière à laquelle il voulait s'engager. Il a admis que peut-être lui et maman lui avaient rendu les choses trop faciles. Nous pensions que nous aidions, dit-il, regardant la vue sur la ville plutôt que moi. Mais peut-être que nous le rendions juste dépendant. Je n'ai pas discuté ni été d'accord. Il ne m'appartenait pas de résoudre leur relation avec Jordan, mais j'ai ressenti une petite mesure de justification que mon père voyait enfin les conséquences de leur parentalité inégale. Ma mère a mis plus de temps à se laisser convaincre. Quand elle a finalement appelé plutôt que d'envoyer un SMS, ses premiers mots ont été « Ton père dit que ton appartement est très beau. » Il l'est, ai-je confirmé, sans lui laisser le moindre répit. Il y a eu une pause et puis elle a demandé « Voudrais-tu déjeuner avec moi demain, juste nous deux ?» J'ai accepté et nous nous sommes rencontrés dans un petit café à mi-chemin entre nos maisons. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière moins confiante que d'habitude. Elle s'est excusée presque immédiatement d'avoir manqué ma pendaison de crémaillère, bien qu'elle l'ait toujours présentée comme un malentendu plutôt que comme un choix délibéré. Mais ensuite, elle m'a surprise. Ta grand-mère m'a passé un savon, a-t-elle admis. Elle a dit que j'avais été lâche en laissant ton père dicter la façon dont nous vous traitions, toi et Jordan. Elle a dit que je t'avais déçu en tant que mère. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. Le pire, c'est qu'elle a raison. J'ai toujours su que ce n'était pas juste à quel point nous vous traitions différemment. Je me suis dit que c'était parce que tu étais plus forte, plus capable. Tu n'avais pas besoin de nous comme Jordan. Mais ce n'était qu'une excuse pour éviter le conflit avec ton père. Des larmes ont rempli ses yeux. Je suis tellement désolé, Tammy. Tu méritais mieux de ma part, de notre part à tous. C'était la reconnaissance honnête que j'avais toujours voulu, et cela m'a profondément ému. Mais j'étais aussi méfiante à l'idée de retomber dans les vieilles habitudes. J'apprécie cela, maman. Vraiment. Mais les choses doivent réellement changer, pas seulement être reconnues. Elle a hoché la tête. Je sais. J'y travaille. Ton père et moi y travaillons tous les deux. Nous avons dit à Jordan qu'il devait commencer à payer le loyer de son condo. Nous n'allons pas couvrir le prêt hypothécaire indéfiniment. Il était furieux, mais il est temps. C'était un début, mais j'étais plus intéressé par la façon dont notre relation changerait. Et nous, toi et moi? Qu'est-ce qui va être différent? Elle a tendu la main sur la table et a pris ma main avec hésitation. Je veux te connaître, Tammy. La vraie toi. Pas seulement la fille que je pensais que tu devais être. Je veux voir ton travail, entendre parler de tes amis, comprendre ce qui compte pour toi, si tu me donnes la chance. C'était ce que j'avais voulu entendre depuis si longtemps. Mais maintenant que le moment était là, je me sentais vulnérable, reconnaissant à quel point cela comptait pour moi. J'aimerais ça, ai-je dit simplement. Jordan a été le plus résistant au changement. Il m'a évité entièrement pendant près d'un mois, ignorant mes appels et trouvant des excuses pour manquer le petit dîner de famille que ma mère avait organisé. Quand nous nous sommes finalement vus à la fête d'anniversaire d'un cousin, il était froidement poli, me traitant comme une connaissance plutôt qu'une sœur. Je l'ai pris à part vers la fin de la soirée. Allons-nous parler de ce qui s'est passé, ou vas-tu continuer à faire semblant que je n'existe pas? Il haussa les épaules, ne me regardant pas dans les yeux. De quoi y a-t-il à parler? Tu as fait une crise parce que les gens ont choisi ma fête plutôt que la tienne. Tu as fait pleurer maman et tu as monté papa contre moi. Félicitations. J'ai secoué la tête, réalisant qu'il ne comprenait vraiment pas ce qui s'était passé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Jordan. Il s'agit d'années de traitement inégal. Il s'agit de toi qui as délibérément programmé ta pendaison de crémaillère le même jour que la mienne parce que tu savais que tout le monde te choisirait. Il s'agit de toi qui n'as jamais eu à travailler pour quoi que ce soit parce que tout est donné. Ce n'est pas juste, protesta-t-il. Mais il y avait une lueur de reconnaissance dans ses yeux. N'est-ce pas? Dis-moi honnêtement. Savais-tu pour ma pendaison de crémaillère quand tu as programmé la tienne? Il hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Alicia a vu ton invitation chez maman et papa. Elle a suggéré que nous fassions la nôtre le même jour. Elle pensait que ce serait plus pratique pour la famille d'assister aux deux le même jour. J'ai levé un sourcil, sceptique. Très bien, a-t-il admis. Nous savions que les gens choisiraient la mienne.
L'emplacement est meilleur et c'est un endroit plus grand. Nous ne pensions pas que tu serais si contrarié à ce sujet parce que tu n'as jamais eu à penser à la façon dont tes actions m'affectent, ai-je dit calmement. Tu as toujours été le centre de l'univers familial. Mais cela change maintenant, Jordan. Non pas parce que j'essaie de prendre ta place, mais parce que je n'accepte plus la place de reste. Il avait l'air mal à l'aise, mais aussi pensif. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'il me voyait réellement comme une personne distincte avec mes propres sentiments valides, pas seulement une extension de sa vie ou un personnage secondaire dans son histoire. Je ne sais pas comment faire ça différemment, dit-il finalement. Moi non plus, ai-je admis, mais nous pourrions essayer de trouver une solution ensemble. C'était une petite ouverture, mais c'était quelque chose. Au fil des semaines, Jordan et moi avons commencé à construire un type de relation différent. C'était hésitant et parfois maladroit, mais cela semblait plus honnête que tout ce que nous avions eu auparavant. Le changement le plus significatif, cependant, a été dans ma relation avec moi-même. Tenir tête à ma famille avait brisé quelque chose en moi. Une croyance de toute une vie selon laquelle j'étais en quelque sorte moins méritante, moins importante, moins digne d'attention et de soins. J'ai commencé à reconnaître comment cette croyance avait façonné mes choix, mes amitiés, même mes relations amoureuses. J'avais toujours accepté moins que ce que je méritais parce que je ne croyais pas avoir droit à plus. Plus maintenant. J'ai commencé une thérapie pour travailler sur ces schémas. J'ai commencé à m'exprimer plus affirmément au travail, ce qui a entraîné une promotion et une augmentation de salaire substantielle. J'ai mis fin à une relation occasionnelle avec un homme qui n'était disponible qu'à ses conditions, faisant de la place pour la possibilité d'un partenaire qui me donnerait la priorité autant que je les donnais. 3 mois après la confrontation, j'ai décidé qu'il était temps de recommencer. J'ai organisé une autre pendaison de crémaillère, mais celle-ci était entièrement différente. La liste des invités ne comprenait que des personnes qui avaient démontré qu'elles me valorisaient. Des amis proches du travail, des voisins. J'avais renoué avec quelques cousins qui avaient pris contact indépendamment pour s'excuser d'avoir manqué ma première fête et bien sûr grand-mère Grace qui a eu la chambre d'amis pour le week-end afin qu'elle n'ait pas à rentrer chez elle. J'ai également invité mes parents, mais avec des attentes claires. C'est important pour moi, leur ai-je dit. Si vous vous engagez à venir, j'ai besoin que vous soyez réellement présents. Pas de changement de dernière minute. Ils ont tous deux promis, et à mon soulagement prudent, ils ont tenu parole. Jordan et Alicia ont également été invités, mais ont décliné en raison d'un engagement professionnel d'Alicia. J'étais d'accord avec ça. Notre relation s'améliorait, mais nous n'en étions pas encore à un point où je lui faisais pleinement confiance dans des situations sociales. La fête a été tout ce que j'avais espéré que la première serait. Mon appartement était rempli de rires sincères et de conversations chaleureuses. Les gens admiraient l'espace que j'avais créé et célébraient ma réussite sans qualification ni comparaison. Mon père a même vanté mon sens du design à l'un de mes amis, tandis que ma mère aidait à servir la nourriture et posait des questions réfléchies sur mes projets de rénovation. Alors que la soirée se terminait et que les derniers invités partaient, je me suis tenu dans mon salon, observant les preuves d'un rassemblement réussi. Verre de vin vide, assiette couverte de miettes, fleurs légèrement fanées par la chaleur de la conversation. C'était ce que j'avais toujours voulu. Non seulement un appartement à moi, mais une vie à moi, remplie de gens qui me voyaient et me valorisaient pour exactement qui j'étais. Cela fait 1 an depuis ce week-end tumultueux où personne n'est venu à ma première pendaison de crémaillère. 1 an à poser des limites, à construire de nouvelles relations et à redéfinir les anciennes. 1 an à grandir en moi-même et dans mon espace. Mon appartement a évolué avec moi. Ce qui n'était qu'une coquille de potentiel est devenu un véritable reflet de qui je suis. J'ai finalement installé les bibliothèques intégrées dont j'avais rêvé dans le salon, avec l'aide d'un ami charpentier qui m'a appris à utiliser des outils électriques au passage. J'ai transformé la petite deuxième chambre en un bureau à domicile et un atelier d'art combiné où je passe maintenant les week-ends à travailler sur des aquarelles, un passe-temps que j'avais abandonné à l'université quand mon père l'avait qualifié d'impratique. Le processus de guérison avec ma famille n'a pas été linéaire. Il y a eu des revers et d'anciens schémas qui réapparaissent parfois. Mon père me compare encore parfois à Jordan, bien qu'il se reprenne plus rapidement maintenant. Ma mère a encore du mal à lui tenir tête, bien qu'elle fasse plus d'efforts pour se connecter avec moi indépendamment. Jordan et moi avons établi une amitié prudente basée sur qui nous sommes maintenant plutôt que sur les rôles que nous jouions en grandissant. Le changement le plus profond a eu lieu en moi-même.
Le besoin constant de validation qui me poussait depuis des décennies s'est progressivement tu. J'apprécie toujours la reconnaissance et l'amour, mais je ne fonde plus ma valeur personnelle sur le fait que les autres, en particulier ma famille, voient et reconnaissent mes réalisations. Grand-mère Grèce, ma fidèle supportrice, a déménagé dans une résidence autonomie il y a 6 mois lorsque ses problèmes de mobilité se sont aggravés. Je lui rends visite tous les dimanches, apportant souvent mes aquarelles pour lui montrer mon dernier travail. Lors d'une de ces visites, elle a pris ma main et a dit quelque chose qui a cristallisé le chemin que j'avais parcouru. « Tu sais, Tammy, dit-elle, sa voix plus fragile maintenant, mais ses yeux aussi vifs que jamais. La plus grande liberté dans la vie n'est pas de ne pas avoir besoin que tout le monde t'aime exactement comme tu veux être aimé. C'est d'apprendre à accepter l'amour qui t'est offert, de poser des limites autour de ce qui te blesse, et de combler les lacunes toi-même. » Ces mots sont restés en moi, une articulation parfaite de ce que j'avais appris. Pendant si longtemps, j'avais essayé de gagner un type spécifique d'amour et de reconnaissance de ma famille, un type qui me mettait sur un pied d'égalité avec Jordan, un type qui célébrait mes réalisations avec le même enthousiasme qu'il montrait pour les siennes. J'avais structuré toute ma vie autour de cette quête et cela n'avait jamais été suffisant. Le déclic est venu lorsque j'ai cessé d'essayer de les changer et que j'ai commencé à changer mes attentes à la place. J'ai accepté que mes parents ne m'aimeraient peut-être jamais exactement comme je l'avais toujours voulu. Mais cela ne signifiait pas qu'ils ne m'aimaient pas du tout. C'étaient des personnes imparfaites avec leurs propres limites et leurs angles morts. La question n'était pas de savoir s'ils pouvaient me donner tout ce dont j'avais besoin, mais si ce qu'ils pouvaient donner était suffisant pour que nous ayons une relation qui vaille la peine d'être préservée. Pendant un certain temps, je n'étais pas sûr. Il y a eu des jours où j'ai envisagé de couper complètement les ponts, de repartir à zéro sans le poids des attentes et des déceptions familiales. Mais finalement, j'ai choisi une voie médiane. Maintenir des relations avec des limites claires, acceptant ce qui était offert tout en me protégeant de ce qui me blessait. Avec mes nouvelles limites sont venus des cadeaux inattendus. Ma mère, libérée de son rôle d'arbitre entre mon père et moi, a révélé un côté joueur que j'avais rarement vu. Elle a commencé à me rejoindre pour les cours de yoga du samedi matin, quelque chose qu'elle avait toujours voulu essayer, mais que mon père avait rejeté comme des absurdités New Age. Ensuite, nous prenions un café et parlions, vraiment, de sa vie, de ma vie, de nos espoirs et de nos regrets. Mon père, confronté à la possibilité réelle de perdre sa relation avec moi, a fait des efforts dont je ne le pensais jamais capable. Il posait des questions sur mon travail et écoutait réellement les réponses. Il a appris à exprimer sa fierté sans faire de comparaison avec Jordan. Il m'a même, à mon étonnement, demandé de l'aider à choisir un nouveau canapé pour leur salon, reconnaissant mon bon goût. Jordan a subi peut-être la transformation la plus significative. Nos parents ne résolvant plus automatiquement ses problèmes, il a dû développer une indépendance et une résilience dont il n'avait jamais eu besoin auparavant. Il a eu du mal au début, perdant presque son condo faute de pouvoir gérer les paiements hypothécaires seul. Mais finalement, il a trouvé un poste à temps plein qui correspondait à ses talents et a commencé à ressentir la satisfaction de ses propres réalisations. Notre relation s'est améliorée à mesure qu'il devenait plus sûr de lui. Nous avons découvert des intérêts communs que nous n'avions jamais explorés ensemble, un amour des documentaires obscurs, une faiblesse pour la nourriture épicée, un sens de l'humour pince sans rire qui laissait parfois les autres perplexes. Pour la première fois, nous nous sommes liés d'égal à égal plutôt qu'en rivaux pour l'attention parentale. Le mois dernier, Jordan et Alicia ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Lily. À l'hôpital, j'ai regardé mes parents roucouler devant leur première petite fille, la comblant de l'amour inconditionnel qu'ils avaient eu du mal à répartir équitablement entre leurs propres enfants. J'ai ressenti un pincement momentané, me demandant si de vieux schémas réapparaîtraient avec cette nouvelle génération. Mais ensuite, mon père s'est tourné vers moi, les yeux brillants d'émotion, et a dit, « Elle a tes yeux, Tammy. Ces mêmes yeux observateurs que tu avais bébé. » C'était un petit moment, mais il représentait un changement sismique, une reconnaissance que je comptais dans l'histoire de la famille, que ma présence avait une valeur indépendante de mes réalisations ou de ma comparaison avec les autres. Le chemin parcouru cette dernière année m'a appris que la véritable indépendance n'est pas synonyme d'isolement ou d'autosuffisance. C'est de connaître si clairement sa propre valeur que l'on peut choisir la connexion sans s'y perdre. C'est de construire une maison en soi qui est si sûre qu'aucune validation ou rejet externe ne peut fondamentalement vous ébranler. Mon appartement est une manifestation physique de cette maison intérieure. Chaque recoin reflète les choix que j'ai faits pour moi-même, non pas pour impressionner les autres ou obtenir leur approbation. C'est mon sanctuaire et ma toile,
un endroit où je peux être pleinement moi-même sans excuse ni explication. Parfois, quand je suis assise sur mon balcon le soir avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville s'animer, je pense à la façon dont les choses auraient pu être différentes si les gens s'étaient présentés à cette première pendaison de crémaillère. Serais-je encore à la recherche de validation, essayant de gagner de l'amour par mes réalisations, acceptant moins que ce que je méritais? Le rejet douloureux s'est avéré être un cadeau, me forçant à confronter des schémas qui m'avaient limité pendant des décennies. L'appartement qui était censé prouver ma valeur aux autres est devenu l'espace où j'ai appris que ma valeur n'avait jamais été en question. La maison que j'ai créée n'était pas précieuse parce que les autres la prouvaient. Elle était précieuse parce qu'elle était la mienne, choisie et façonnée par moi, reflétant la personne que j'étais devenue et que je devenais encore. Et vous? Avez-vous déjà eu à poser des limites avec des gens que vous aimez? Un rejet douloureux s'est-il déjà transformé en un cadeau inattendu dans votre vie? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage a résonné en vous, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires sur la découverte de votre propre chemin, même quand il diverge de ce que les autres attendent de vous. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, les plus belles maisons sont celles que nous construisons en nous-mêmes.